Bonjour à toutes et à tous. Alors dans la vidéo précédente, on a vu comment on pouvait effectuer la saisie d'un schéma avec KiCad. Le schéma étant saisi, on va maintenant s'intéresser à la possibilité d'aller vers le logiciel de routage. Pour pouvoir effectuer ça, on va devoir renseigner pour chacun des symboles du schéma un nom d'empreinte qui correspond à la représentation sur le circuit imprimé de chacun des composants. Alors c'est ce qu'on va découvrir sur cette présentation ici. Là, on voit ce qui correspond à un condensateur sur le schéma. Donc condensateur non polarisé de 100 nanofarads. Ce condensateur, il existe sous différentes formes. Alors plein en fait, puisque ça dépend, son volume peut dépendre par exemple de la tenue en tension. Ici, la version en CMS, donc c'est donc un condensateur au format 0,402 que j'ai représenté ici. Alors 0,402, c'est pour 40 millièmes de pouce multiplié par 20 millièmes de pouce, ce qui donne 1 mm par 0,5 mm à peu près. Un autre condensateur de type céramique en CMS, en boîtier 0,805, donc 80 millièmes de pouce par 50 millièmes de pouce, qui donne 2 mm par 1,25 mm à peu près. Et on peut également trouver une version traversante de ce condensateur. J'aurais pu le choisir également en très haute tension et faire apparaître un boîtier encore complètement différent lié à la tenue en tension. Donc ici, le pad de condensateur, c'est un pad de 5 mm. Ce sont en gros à chaque fois des condensateurs qui ont une tenue en tension d'une cinquantaine de volts. Pour les résistances, même topo. Il existe des résistances en boîtier MELF. Ici, on est à une puissance de 0,25 watts. On dit plutôt généralement 250 milliwatts. Une résistance CMS en boîtier 0,603. Donc un autre boîtier de type CMS avec des dimensions de 1,6 mm par 0,8 mm. Ou encore une résistance traversante classique à l'IUT, puisqu'on en trouve dans tous les tyroclasses de l'IUT. Donc des résistances de 250 mW traversantes avec un corps de 6,3 mm par 2,5 mm de diamètre et un pas que l'on situera généralement à 10 mm. Alors, il y a exactement la même chose pour les circuits intégrés. Et si je prends l'exemple d'un circuit intégré à 8 broches, c'est le cas de nos 3 circuits intégrés dans notre projet. On va pouvoir les trouver, pour certains d'entre eux, en boîtier DSBGA, c'est-à-dire avec des micro-billes en dessous. Donc ça, c'est du composant typiquement CMS, vraiment un tout petit format. On va pouvoir les trouver en composant traversant, avec un pas de 100 millièmes de pouce entre chacune des broches, 300 millièmes de pouce entre les rangées de broches, ce qui donne finalement en millimètres de 54 mm entre les broches, côte à côte, et 7,62 mm entre les deux rangées de broches. Et on va pouvoir encore le trouver dans un boîtier de type SOIC. Donc SOIC à 8 broches. Alors, il va falloir, dans le logiciel de CAO, trouver l'empreinte physique qui va correspondre à chacun de ces composants, chacun de ces symboles. Et en fonction de la technologie qui a été choisie. Sur notre circuit imprimé, voilà ce qu'on va trouver finalement en composant. Ici, j'ai représenté donc les deux capacités polarisées, 47 microfarads, 25 volts, on le verra par la suite. Et voici à quoi elles vont ressembler. Les autres capacités seront dans un format 0,805, voilà à quoi ça ressemble. Toutes les résistances sont dans un format également 0,805. Le potentiomètre, c'est un potentiomètre de carte, donc monté en surface également, un tout petit format. Les diodes infrarouges émettrices, réceptrices, ce sont des diodes dans un format 5 mm, donc un boîtier tout ce qu'il y a de plus classique, on le verra par la suite. Les circuits intégrés, on les a vus tout à l'heure, ce sont des SOIC 8. La diode rouge, ce sera une diode de 3 mm, pareil, c'est un boîtier qui est standard, classique. Et la diode de redressement AN4148, on ira la chercher également par la suite. Alors, plusieurs moyens pour pouvoir obtenir les empreintes physiques de ces composants. On peut par exemple les mesurer. Bon, honnêtement, ce n'est pas l'approche que je préfère. La meilleure approche, ça consiste à utiliser la documentation. Et la documentation, on l'a forcément quand je commande un composant. J'ai sa référence constructeur
et donc je peux accéder à sa documentation et toutes les informations concernant le boîtier pour pouvoir mettre le composant sur un circuit imprimé. Il reste les borniers. Alors je n'ai pas représenté le bornier à 3 broches qui est tout à fait similaire à celui-ci avec une 3e broche. Et là c'est une empreinte que nous dessinerons par nous-mêmes. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de voir un petit peu à quoi ressemble l'éditeur d'empreintes de KiCad. Donc l'éditeur d'empreintes de KiCad, on y accède en utilisant ce bouton-là, donc là-haut. Ici, on trouve l'intégralité de la liste des bibliothèques disponibles. Bon, les noms ont été choisis intelligemment. Dans Capacitor SMD, je vais trouver les capacités CMS. SMD, c'est pour Surface Mounted Device. Donc ici, capacité 0805, c'est celle qu'on a choisie pour notre projet. On trouvera également des modèles polarisés, donc qui ressemblent à cela. Donc voilà pour les capacités. On va pouvoir trouver également des capacités traversantes, des capacités au Tantal CMS. Alors, je ne vais pas forcément tout détailler. On voit qu'ici, il y a toute une série de connecteurs dans différentes bibliothèques. Des diodes CMS, des diodes traversantes. On en aura besoin par la suite pour la 1N4148. Des LED également, CMS ou traversantes. Alors nous, on ira plutôt taper dans la bibliothèque des LED traversantes. Et ensuite, un certain nombre de bibliothèques de boîtiers, donc boîtiers pour les composants CMS, pour les circuits intégrés CMS ou traversants. Donc là, du BGA, là, tout ce qui est DFN, QFN, donc des tout petits boîtiers avec des broches qui sont situées sur les côtés et parfois au milieu. Voilà, donc ça veut dire qu'on les voit à peine en bordure du composant. Les boîtiers DIP, ça on les a vus tout à l'heure, ce sont des boîtiers traversants. Et par exemple, pour le composant de 8 mm tout à l'heure, eh bien on avait affaire à une empreinte qui ressemblait à ça. Donc un composant traversant à 8 broches. Alors c'est ce qu'on aurait pu utiliser pour nos 3 circuits intégrés, que l'on va finalement choisir dans une catégorie plutôt de boîtiers SO, plus particulièrement SOIC pour ce qui nous concerne. On verra ça également en détail par la suite avec un boîtier qui ressemble à ça. Bien, je ne vais pas aller plus loin au niveau des bibliothèques, on ne va pas toutes les lister parce qu'il y en a beaucoup. Et en fonction de vos besoins, eh bien, lorsque vous peinerez à trouver une empreinte, eh bien, il faudra faire vos recherches dans toutes ces bibliothèques pour pouvoir trouver ce que vous voulez. Mais les noms des bibliothèques aident bien pour pouvoir trouver. Alors, tout de suite, on va s'intéresser à la recherche d'une empreinte en particulier. Et cette première empreinte, c'est celle qui correspond à ma capacité ici de 47 microfarads. Alors, j'ai choisi un modèle 25 volts, on a du 15 volts, donc un modèle 25 volts, ça paraît judicieux. Sa référence, c'est la référence EUFC 1E470 chez Panasonic. Alors si on accède à la documentation, voilà ce qu'on va trouver dans cette documentation. On va isoler donc le condensateur 25 volts, 47 microfarads. Les dimensions du boîtier correspondant, ce sera donc une longueur de 11 mm. La longueur, c'est ce qui va correspondre en vue de dessus à la hauteur du composant. 5 mm, ce sera son diamètre extérieur ici. Et enfin 2 mm, ce sera l'écart entre les broches, ce qu'on appelle le pas ou l'anthrax de perçage pour ce composant traversant. Dans la même documentation, on trouve également une représentation du composant sous la forme d'un dessin mécanique avec une vue de côté, une vue de dessus. Et sur cette vue de dessus, eh bien, on va aller exploiter ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que la hauteur du composant, ici représentée par sa longueur, c'est 11 mm, donc on est dans cette catégorie-là. On a trouvé tout à l'heure ici un composant de diamètre de 5 mm avec un pas, donc ici la grandeur F de 2 mm et un diamètre de broche ici de 0,5 mm.
Alors 0,5 mm, auquel il faut ajouter la tolérance 0,05, ce qui fait 0,55 mm de diamètre de perçage minimum. Donc on percera au moins 0,6 pour ça. Alors maintenant, il s'agit de retrouver ça dans KiCad. Alors pour ça, on retourne sur le logiciel d'empreinte. Et là, on va identifier donc cette capacité. Donc logiquement, c'est donc dans les capacités traversantes qu'on va trouver ça. Et on commence par la première, juste pour voir un petit peu à quoi elle ressemble. Et bien ici, il s'agit d'une capacité axiale. Alors nous, clairement, c'est pas de l'axial, hein. Nous, c'est du radial parce que les deux broches sortent du même côté. Alors on va aller voir ce qui existe maintenant en radial. Alors en radial, voilà ce que je peux trouver. Donc ici, une capacité, donc radiale, polarisée, on voit le petit plus ici, avec un diamètre de 4 mm et un pas de 1,5 mm. Alors ça, ce sont des choses qui peuvent se vérifier facilement. Pour le vérifier, je prends le pied à coulisse. Alors pour voir que pour l'instant, le pied à coulisse, il suit le pas de grille qui a été donné ici. Bon, ça n'empêche, j'effectue un clic, hop, un autre clic ici, et donc j'obtiens une dimension de 1,5 mm. La dimension est marquée ici. Bien, donc 1,5 mm, ça correspond bien effectivement au pas qui est indiqué ici. On pourrait tout à fait mesurer le diamètre de ce composant. Alors le diamètre de ce composant, en le mesurant ici, ça donne à peu près 4,37 mm. Alors en fait, généralement, ils partent du contour gris qui apparaît ici. Là. Et donc le contour au niveau de la sérigraphie, donc sur la couche bleue, c'est un contour qui est un petit peu plus grand. Enfin, le contour que vous trouvez ici en gris, c'est un contour qui représente l'espace emprunté par le composant sur le circuit imprimé. Et c'est une information que le logiciel KiCad va utiliser pour voir s'il y a des conflits d'emplacement entre des composants. C'est-à-dire s'il y a une intersection entre des couches de cette nature-là, eh bien il y aura une erreur de générer. Bien, donc on a vu comment on pouvait mesurer. Alors si je veux mesurer précisément, je change le pas. Je mets un pas de 1 dixième par exemple. Je zoome un maximum. Je reprends mon pied à coulisse. Et là je mesure de là à là. Alors j'obtiens 4,12 mm. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir une empreinte qui, pour les dimensions extérieures d'un élément, soit toujours un petit peu superlative, hein, des valeurs un petit peu supérieures à la réalité. Au moins, on est sûr que le composant va pouvoir rentrer. Là où on doit avoir des mesures extrêmement précises, c'est sur la mesure ici de l'anthrax. Dès lors qu'il y a des trous de perçage, si on veut pouvoir insérer le composant, il faut impérativement avoir respecté les dimensions. Et donc là, on retrouve les 1,5 mm. Voilà, je zoome un petit peu et puis effectivement, on voit bien que c'est 1,5 mm. Alors on zoome avec la molette de la souris, hein, comme précédemment. Bon, donc c'est pas ce que je cherche. En revanche, maintenant, je sais un petit peu comment sont nommées les capacités. Donc moi, je veux une capacité avec 5 mm de diamètre et un pas de 2 mm. Donc la voici. On peut vérifier ça. On zoome à nouveau, on utilise notre pied à coulisse, on se positionne là, on se positionne au centre de la deuxième pastille, et là on a effectivement 2 mm. Maintenant je peux mesurer également le diamètre de ma capa, et là je suis effectivement à 5 mm précisément. Bien, donc ça c'est la capacité qu'il faut retenir. Alors maintenant on va tout de suite aller voir dans le logiciel de schématique comment on peut exploiter ça. Donc le logiciel de schématique, le voici, les capacités sont ici. On pourrait tout à fait venir associer le nom de l'empreinte directement sur le composant en éditant le composant. On voit qu'ici il y a un champ footprint et là on peut accéder à l'intégralité des bibliothèques. Bon, ça c'est une méthode, c'est pas celle que je vais retenir. Celle que je vais retenir, c'est celle qui consiste à utiliser ici le logiciel CVPCB qui permet de faire l'association. Ça permet d'assigner les empreintes aux différents symboles du projet. Alors voici. Donc là, on attend le chargement de tous les symboles du projet. Donc là, on a maintenant l'intégralité de nos symboles. Alors pour la capacité de 47 micros, la voici.
on a choisi une capacité. Alors on peut demander au logiciel de nous proposer directement toutes les capacités compatibles avec ça. Pour ça, on va sélectionner uniquement le filtre qui utilise le filtre d'empreinte qui est disponible dans le symbole. En fait, pour chacun des symboles, on a indiqué un filtre qui permet de cibler directement la bonne bibliothèque. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de venir choisir ici directement la bibliothèque qui nous intéresse et de lister les composants présents dans cette bibliothèque. Et on peut même filtrer ici avec le nombre de broches pour que ce soit compatible avec le nombre de broches. Bien, généralement, la méthode la plus intéressante, c'est celle qui consiste à utiliser ici directement donc le filtre. Donc le filtre qui est présent donc dans le dessin du symbole. Bien, je vais donc rechercher à nouveau ma capacité. Donc traversante, radiale, et on a dit 5 mm par 2 mm. Alors on peut voir la capacité pour contrôler si on a besoin. Voilà. Et on peut la mesurer. Alors on ne dispose pas du pied assis, on dispose du pied à coulisse, pardon. Donc on peut la mesurer, on ne change le pas. Et ici, on vient mesurer notre composant. Et on retrouve nos 2 mm d'anthrax. Voilà. Donc je ferme l'aperçu du composant. J'ai bien ça de sélectionné. J'effectue un double clic et l'empreinte est assignée. On a donc assigné les deux empreintes de nos capacités de 47 microfarads. Ben, on poursuit le travail maintenant avec des résistances. Donc les résistances, on en a beaucoup dans notre circuit. Alors on aurait pu assigner une résistance traversante avec un projet traversant. Et ici, une multicompe dans la série MCF en 250 mW. Dans sa documentation, cette résistance, elle a cette allure-là. Donc une longueur de corps pour le modèle de 250 mW, qui est donc de 6,8 mm maximum, un diamètre de 2,5 mm et un diamètre de broche de 0,54. Donc 0,54 auquel on ajoute 0,05 pour connaître le diamètre minimum, c'est-à-dire 0,59. Donc on ne percera pas à moins de 0,7 pour ça. Alors on suppose qu'on est à chercher cette résistance dans KiCad et on va retourner donc dans KiCad dans l'éditeur d'empreinte. Donc dans l'éditeur d'empreinte, je vais accéder maintenant aux résistances. Alors résistor, traversante, et là je vois un certain nombre d'empreintes disponibles avec des caractéristiques de longueur et un pas. Alors moi je m'étais intéressé à un pas de 10 mm, 10,16 mm, le corps 6,3 mm, le diamètre 2,5 mm. Ça correspond bien à notre résistance. On aurait pu choisir un anthrax un peu plus faible, puisque le corps est le même. Donc voilà ce qu'on choisirait pour cette résistance. Alors nous, il se trouve que pour cette résistance, et comme pour toutes les résistances, on a décidé de passer en 0,805. Donc je retourne ici, et pour mes résistances, je vais donc sélectionner du CMS en 0,805, et je vais choisir le modèle qui peut être soudé à la main. Bon, on va voir que les pastilles sont un petit peu plus grandes sur le modèle qui peut être soudé à la main. Donc voilà à quoi ressemble cette résistance en 0,805. Donc je l'affecte partout où j'ai des résistances. Allez, c'est parti. Donc un double clic à chaque fois sur le nom de l'empreinte. Attention, le RV1, ça correspond au potentiomètre de carte, donc on verra ça par la suite. Bien, ensuite, on va poursuivre et on va également associer aux capacités un boîtier CMS 0,805. Donc pareil, le 0,805 qui peut être soudé à la main. Allez, on passe aux autres. Et pareil, un 0,805 qu'on peut souder à la main.
Bien, on a pas mal avancé. On va maintenant s'intéresser alors à notre émetteur infrarouge et on verra ensuite notre potentiomètre de carte. Donc je reviens sur la présentation pour avoir les informations sur la suite. Donc la suite, on s'intéresse aux circuits intégrés. Alors ces circuits intégrés, si on veut effectivement en savoir plus, il faut aller consulter leur documentation. Donc pour ça, on va se rendre sur Internet et on va aller rechercher la documentation, par exemple, d'un NE555D. Alors, pour que ce soit plus facile pour trouver la documentation, je vous conseille d'ajouter type PDF. Comme ça, vous serez sûr d'avoir un PDF. Voire même, vous pouvez préciser datasheet. Donc moi, je vais aller chercher la datasheet de chez Texas Instruments. Il vaut mieux préférer le site d'un constructeur. Donc voilà la documentation de ce composant. Donc c'est un timer de précision avec une capacité en courant de sortie de 200 mA. Les boîtiers existants sont précisés ici. On peut le trouver en PDIP, on peut le trouver en SOP, en TS-SOP et également en SOIC. Donc là-dedans, un traversant qui est le PDIP et tous les autres, ce sont des versions CMS. Alors on va se rendre dans la fin de la documentation et on va aller chercher les informations relatives au boîtier. Alors moi j'ai dit qu'on choisissait ce modèle en SOIC. Donc voilà le boîtier SOIC. Alors ce boîtier SOIC, on voit qu'il a 5, pratiquement 6 mm de largeur entre les broches. Le pas, c'est un pas de 1,27 mm. Alors on va essayer de trouver ça maintenant dans notre bibliothèque. Donc je me positionne sur le NE555. Donc ici. Là, il me propose des boîtiers. Je peux filtrer avec le nombre de broches. Comme ça, il ne va me proposer que les éléments avec 8 broches. Et je vais taper dans du SOIC. Voilà. Donc le SOIC, on voit qu'il est au pas de 1,27. C'est bon, c'est ce qu'on veut. On peut aller le voir de plus près. Et on peut même le mesurer. Par exemple, je vais m'intéresser ici à l'écart entre ces broches. Je garde un pas de 0,1 mm pour la grille. J'utilise le pied à coulisse et je vais les mesurer d'ici jusque là. Donc d'ici jusque là, j'ai 6,8 mm. Alors on a un composant qui au plus vaut 6,2 à cet endroit-là, donc on a effectivement de la place pour pouvoir le souder. Bon, notez que ils ont finalement prévu sur ces empreintes KiCad un écartement entre les broches qui ne me semble pas tout à fait suffisant et qui n'est pas conforme à ce que propose Texas Instruments par la suite dans sa documentation. Mais bon, ça va faire l'affaire, on va pouvoir souder le composant sur cette empreinte-là. Mais on voit qu'on est un petit peu limite. Bien, donc je retiens cette empreinte et j'effectue un double clic pour l'associer. Alors pour le LM311, on va prendre la même chose, on pourrait le vérifier dans la documentation. Et pour le TL082, même empreinte. Alors même empreinte en SOIC, qu'il ne nous propose pas. Alors quand il ne nous propose pas l'empreinte, eh bien il suffit d'aller la chercher. Ah si, pardon, elle est là. Voilà. Les points de test. Alors les points de test, c'est du test point. Et là, je vous propose de prendre des test points au pas de 2,54 mm avec un perçage à 0,7 mm. Et ça, on l'affecte partout pour les points de test. Alors ensuite, on va s'intéresser au potentiomètre. Donc pour m'intéresser au potentiomètre, je vais donc maintenant retourner à ma présentation.
Et ce potentiomètre, c'est un potentiomètre de la série TC63 du fabricant Burns. Alors pareil, hein, on va le rechercher sur Internet. Donc, Burns, Series TC33. Donc là, j'accède directement à la documentation chez le fabricant. Donc voici. Alors je ne l'ai pas précisé ici, mais en ce qui nous concerne, ce sera un TC33X-2. Et voici l'empreinte qui est proposée. Donc là, on a les dimensions de façon précise de l'empreinte. Cette empreinte, on va bien sûr aller la chercher dans KiCad et on va voir que on a de la chance, elle est disponible également dans la liste des empreintes proposées dans KiCad. Donc pour ça, je sélectionne mon potentiomètre. Je vais ensuite aller dans la bibliothèque des potentiomètres traversants, CMS. Les potentiomètres CMS, où sont-ils? Ici. Et dans ces potentiomètres donc CMS, j'ai effectivement vers la fin du TC33X que je vais aller visualiser. Alors ça ressemble effectivement bien à ce qu'on doit avoir, hein. On peut mesurer la dimension des pastilles, mais on peut également visualiser leurs propriétés. Alors, dans cet éditeur-là, vous n'aurez pas accès aux propriétés. Vous ne pourrez que les mesurer. Donc c'est là que ça devient intéressant de retourner dans l'éditeur d'empreinte. Et si on va dans l'éditeur d'empreinte, pour les potentiomètres CMS, donc TC33X, on va maintenant pouvoir, en appuyant sur E, éditer les propriétés de la pastille. Voilà, pad 2. Et cette pad 2, elle a donc une taille sur X de 1,5 et 1,6 sur Y. Alors comme c'était représenté dans l'autre sens sur la documentation, eh bien on va trouver effectivement les 1,6 dans l'autre sens et 1,5. Donc on voit que la pastille est la bonne. Dans l'absolu, il faudrait contrôler les autres dimensions si on voulait vraiment être sûr. Mais là, pas de souci. C'est donc l'empreinte qu'on va pouvoir affecter dans notre projet. Bien, donc je ferme l'aperçu et j'affecte l'empreinte. Alors d'autres éléments. On va effectivement en avoir encore quelques-uns, des éléments pour lesquels il nous faut trouver l'empreinte. J'ai un petit problème pour pouvoir switcher entre les écrans. Donc je cache maintenant ma page internet. Et voici la liste de ce qu'il va falloir trouver pour poursuivre. Alors on a trouvé tous ces boîtiers-là, les points de test. Il va maintenant également falloir trouver ce qui correspond à la diode émettrice infrarouge. Donc ça, je vais le faire. Et par la suite, on verra dans la vidéo suivante comment on peut dessiner nos propres empreintes. Et pour ce qui concerne les empreintes restantes, vous avez ici toutes les caractéristiques qui vous permettront de les trouver par vous-même. Donc on termine avec la diode OFL 5102, la diode émettrice infrarouge, que l'on va rechercher sur le navigateur, comme ceci. Donc, diode. Alors, c'est OFL 5102. Et puis, on tape type PDF pour avoir la datasheet que l'on va trouver chez Farnell. On peut prendre. En fait, on évitera les sites de type datasheet, archive ou des choses comme ça. Donc, la voici, cette diode infrarouge. Sa documentation est là. Qu'est-ce qu'on nous dit dans sa documentation? C'est que c'est un boîtier standard de 5 mm. Alors c'est une diode qui est transparente. Donc on va aller la choisir maintenant dans KiCad. Donc je sélectionne ma diode OFL 5102.
je filtre pour avoir les propositions de KiCad. C'est une diode traversante de diamètre 5 mm, transparente. Donc là, ce sont les diodes CMS. Maintenant, les diodes transparentes, 3 mm, 5 mm et 5 mm transparente clear. Bon, l'intérêt de choisir transparent ici, de choisir une couleur, c'est que ça va nous permettre sur le modèle 3D d'avoir la bonne couleur qui apparaîtra. Bien, là j'ai sélectionné tout ce que je devais sélectionner. Ah, je vois que j'ai oublié un point de test ici, on va l'ajouter. Alors je vais aller chercher les points de test parce que manifestement il ne le prend pas tout seul. Test point. Et test point, on a choisi les test points pas de 2,5. Voilà, comme ceci. Donc on a choisi l'essentiel des empreintes. Il nous reste des empreintes que vous allez chercher par vous-même. Il faut bien travailler un petit peu. Vous avez les indications qui apparaissent sur le PowerPoint que je vous mettrai juste après pendant la phase d'attente. Et enfin, on verra dans la vidéo suivante comment on peut dessiner les borniers à 2 points et à 3 points, les borniers 2 broches et 3 broches. Voilà, bon, c'est une vidéo qui est un petit peu lourde, on a vu énormément de choses, mais ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Donc il faut suivre ça avec attention, mesurer convenablement les composants, lire correctement les documents, les documentations que vous allez pouvoir trouver sur Internet. Et puis à bientôt pour la vidéo suivante où on verra comment dessiner nous-mêmes notre propre empreinte en créant également une bibliothèque d'empreintes qui nous servira tout au long de tous nos projets. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.